On commence l'enregistrement. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités, nos choix et nos décisions, prenant en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population, dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour la séance d'aujourd'hui. Vous aviez reçu l'ordre du jour. Il y aurait un ajout à 19.2, rédition de compte AEQ en tant que tel. Ça va, par le proposeur secondaire, M. Roy et M. Pagé. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 mai, selon nos discussions. M. Pagé, secondé de M. Terrien, et le suivi du procès verbal de la séance du 15 mai. J'avais pas eu rien comme question au niveau des citoyens. Il faut que je fasse un suivi. Au niveau du comité administratif, il y a eu une rencontre du 8 mai, donc adoption du procès verbal du comité administratif. M. Terrien et M. Dion. Comité de gestion Jim A21, recommandation des comités pour le fonds créativité et innovation. C'est quelques projets qu'on vous dépose ce soir. Au printemps 2024, la MRC a ouvert un appel de projet dans le cadre du fonds créativité et innovation. Les projets ont été recommandés favorablement par le comité d'analyse du fonds créativité et innovation, par le comité directeur du Jim 21 dernièrement. M. Marcotte, il y a 3 projets. Donc, le premier projet, mobilisation et réflexion des membres locaux du Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia de la MRC des sources. Le promoteur, c'est le BID. Le montant total demandé, c'est 9 450 $. Le coût du projet est de 11 760 pour 80 des dépenses admissibles. Donc, le Bureau estrien souhaite libérer une ressource de l'organisation afin de réfléchir à la pérennisation de ses activités, approfondir ses mécanismes d'arrimage avec la communauté locale afin de préserver une filière économique porteuse dans la région et faire rayonner l'entrepreneuriat culturel dans l'industrie du multimédia numérique et de l'audiovisuel. Ça va, proposé par M. Pitt et M. Roy. Le second projet, c'est une réflexion pour le soutien à la collectivité. Le promoteur, c'est la meunerie. Le montant demandé est de 7 596 $. Le coût total du projet est 9 496 80 des dépenses admissibles. Le projet consiste à réaliser une réflexion sur la prestation de services communautaires dans les villages à l'extérieur de la ville de Val-des-Sources, où sont actuellement concentrés les lieux d'affaires des organismes du territoire. Le projet suivant a été recommandé défavorablement par les 2 comités, en raison notamment de la nature des dépenses présentées par le projet. Donc, on parle ici du musée incroyable déposé par Tourisme Tripatif. Ce projet consiste à tester la faisabilité de l'aide d'experts multidisciplinaires et d'une solution d'affaires visant à préserver et mettre en valeur les œuvres fabriquées à partir d'objets récupérés du sculpteur Normand Toupin. J'ai oublié de prendre un proposeur pour le projet soutien à la collectivité de la meunerie. M. Bernier et M. Letendre. Comité éolien, recommandation au conseil, diffusion du résumé des résultats des consultations des tables sectorielles dans le cadre de la démarche collective de résultats de consultation publique sur la transition énergétique. Le comité éolien recommande au conseil de la MRC de diffuser sur le site Internet le résumé des résultats des consultations des tables sectorielles. Donc, ça va être disponible sur le site Internet, la page web. Et également, la foire à questions a été mise à jour également et le résultat des sondages. Donc, tout est sur le site de la MRC en tant que tel. Donc, demande des citoyens. Oui, c'est l'adoption. Monsieur Pagé, Monsieur Letendre. Oui, madame. Vous dites que vous allez publiciser ça sur votre site de la page de la MRC. Est-ce que vous allez publiciser plus large que ça? Bon, on traite l'information de la même façon sur le site Internet. On
On en a parlé lors du forum en tant que tel. Donc, c'est la même procédure. C'est sur le site Internet. Seulement là-dessus. OK. Puis, à lors du forum, j'ai discuté, là, peut-être que j'ai cru entendre que vous aviez annoncé un comité consultatif. Je peux vous dire, définir ça va être quoi son rôle? Ben, on va définir son rôle et ses obligations, puis la composition. On va définir ça lors d'un prochain comité éolien en août prochain en tant que tel. C'est vraiment un rôle de recommandation à la MRC en tant que tel. Donc, on est en train d'établir ça. Puis c'était dans notre planification pareil. On appelait ça un comité de liaison à l'époque. Donc là, c'est un comité vraiment consultatif pour la MRC. Ça va être des citoyens avec le comité éolien, j'imagine? Non, on pense plus, puis ça va être à définir plus tard. Peut-être que je m'avance trop, mais on voulait avoir, mettons, 2 ou 3 élus, puis au moins un représentant des municipalités, de chacune des municipalités, mais ça va être à définir avec le comité citoyen, qu'avec le comité éolien. Puis ça va être en août, puis ça va être Qu'on va définir. On va commencer les travaux en août, mais ça ne sera pas encore décidé. à l'automne. C'est ça. C'est ça. On va C'est pas savoir encore décidé. l'info, comment ça marche, qui Ouais. veut. On va tout prendre le temps de bien le faire. Puis le processus aussi, on a eu des idées qui ont été soumises. Mais de quelle façon, on n'a pas eu le temps d'approfondir parce qu'on avait le forum à livrer en fait. Vous ne pensez pas que ça va être des appels d'offres tout le temps? C'est ce que ça va être un peu tard dans le timing? Mais s'il y a des appels d'offres, il y a tout un processus d'appels d'offres. Ça ne dure pas 2 mois l'appel d'offres, là. Donc, on va prendre le temps de bien faire les choses. On pense tout le temps qu'il va y avoir un appel d'offres, il n'y en a pas. Donc, on va prendre le temps que ça soit fait correctement. Bonjour. Bonjour, Claude Gélineau. Madame Forcier, Isabelle Forcier, qui est à la direction, dans la direction de la MRC. J'ai envoyé une courriel. C'est en vertu de la loi sur l'accès à l'information des organismes publics sur la protection des renseignements personnels. Je demande à recevoir le bilan des dépenses encourues à ce jour sur le projet éolien des sources, incluant tous les frais détaillés, les honoraires des firmes de consultants, les honoraires des différents conférenciers s'il y a lieu, tous les frais engagés et reliés au forum, exemple, budget, salle, etc., les honoraires des différents employés de la MRC dédiés à ceux qui travaillent sur le projet éolien. De plus, j'aimerais savoir en détail dans quelles différentes sections de votre budget les différents frais demandés plus haut dans la lettre sont attribués. J'aimerais également recevoir ça en copie papier et de plus, me confirmer les délais. C'est une demande d'accès à l'information? Exactement. OK, parfait. Ça va être traité au niveau du comité d'accès. Merci beaucoup. Et les délais, c'est pas étranger? Les délais de la loi sur l'accès à l'information. Qui est? C'est-tu 30 jours? C'est 30 jours. Ouais. Oui, M. Grimard, ma question est la suivante. En marge du forum, ben, toute la démarche, je pense qu'on est passablement avancé dans la démarche. L'information, le sondage, les tables sectorielles, le forum. Vous l'avez dit en entrevue radiophonique, j'avais noté ça à l'époque, vous avez dit en entrevue à la radio que ce qui manque à la population comme info va être donné au forum le 8 juin. Vous avez dit que le forum va être préparé pour donner l'ensemble de l'information et tout ça. Moi, ma question, je veux savoir, à la lumière, vous êtes rendu dans votre démarche incluant le forum. Êtes-vous d'avis que la population a obtenu l'ensemble de l'information voulue? On n'a pas fait de post-mortem en tant que tel, puis on va pouvoir répondre à la question suite au post-mortem pour l'ensemble des élus. OK, suite au forum, vous avez On ne s'est pas rencontré, on va vous dire c'était le 8, on est rendu là. OK. On va pouvoir vous revenir avec cette information. OK. Personnellement, il faut quand même donner ma perception un peu, parce que j'ai assisté au forum. J'ai assisté aux tables sectorielles, aux rencontres sectorielles. J'ai répondu au sondage. Et puis, c'est bien correct, le forum sur la transition énergétique. Là, on a appris des choses, tout ça. Mais reste que j'ai consulté le sondage avant de me rendre au forum.
Et j'avais pris note des 4 principales préoccupations des citoyens qui ont répondu au sondage, qui étaient distance par rapport aux résidences, impact sonore des éoliennes, impact sur la faune, la flore, la biodiversité, impact sur la superficie agricole. Moi, je me suis présenté au forum, m'attendant à avoir plein d'informations relatives aux 4 préoccupations principales des citoyens. Puis, je ne sais pas si ça a été enregistré, mais vous pouvez le réécouter. Moi, je suis resté sur mon appétit sérieux. Je me suis dit, ben, puis aussi, on attendait que les experts auraient discuté des impacts de ce projet-là, d'un éventuel projet. Bon, on était dans la transition énergétique, vous m'avez dit, mais reste que on misait beaucoup sur le forum pour aller chercher de l'information pointue. Là, on se faisait dire depuis 3-4 mois dans vos séances. Les experts vont être là le 8 juin, ils vont pas répondre à vos questions. Les experts vont être là pour vous donner des réponses. Les experts vont vous donner l'information. Quand même, beaucoup de questions sont demeurées sans réponse. Mais j'ai rencontré là-bas, puis il m'avait dit, c'est pas terminé. On va continuer à. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, il y a un comité consultatif, mais vous êtes engagé peut-être à, s'il y a besoin encore d'informations, à continuer dans ce sens-là, puis ça, je le salue, il faut que ça en passe. Mais reste qu'il y a des trucs, les enjeux de santé publique n'ont pas été discutés. Il n'y a pas personne de la santé pour nous dire c'est quoi les impacts des éoliennes. Les distances séparatrices, oui, on revient toujours avec ces questions-là d'un mois à l'autre, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous posez toujours les mêmes questions, mais là, on va être obligé de la reposer encore, parce qu'encore là, ça n'a pas été abordé suffisamment, à part les gens de l'Alliance de l'Est, qui, malgré l'expérience d'une vingtaine d'années dans le domaine, nous ont même avoué qu'il n'y a pas trop de méthodes pour définir les distances séparatrices. Ils sont allés au pif. Mais ils ont du territoire pour y placer le bref, il y a du brainstorming à faire là-dessus, puis il faudrait que la population soit partie prenante des discussions qui vont être à venir avec ces sujets. On en prend bonne note, puis merci, M. Campagna, de vos commentaires. On va s'en servir de ces commentaires-là dans notre post-mortem du forum en tant que tel, et des suites qu'on va donner. Oui. Puis, autre commentaire, je vais entendre votre réponse quand vous allez avoir fini de faire le point sur la démarche en prévu. L'autre chose qui m'a interpellé aussi, parce qu'il faut dire que les tables sectorielles, je prends un peu de temps, mais en fait, on est moins citoyens, fait que j'essaie de prendre un petit peu plus de temps, mais reste que je veux vous faire part d'une autre observation que j'ai faite. Table sectorielle, on a accepté de se prendre rapport, on s'y est investi. On a tout mis de côté, on est venu l'après-midi, on a pris part aux différents sujets, et puis on vous remercie de l'invitation pour le temps passant. Mais bref, moi, j'avais noté les objectifs qui m'ont été transmis quand j'ai part au forum. Les 2 intervenants sur place nous ont dit que les objectifs des rencontres sectorielles, c'est de nourrir le contenu du forum et aider à en bâtir le contenu. Okay? Puis, on nous a dit que on va discuter de qu'est-ce qu'on veut entendre parler à ce forum-là. Puis, on va co-construire les paramètres conditionnels d'un projet éolien. On va quoi? Co-construire les paramètres conditionnels d'un projet éolien. Ça, c'est dans les autres phases du camp. Ouais. Mais bref, nourrir le contenu du forum, de s'aider à en bâtir le contenu. Il n'est pas trop reconnu. J'ai compris votre commentaire au début. C'est ça. On l'a pris en note. Mais je comprends que, tu sais, je salue quand même l'effort de la MRC. C'est pas évident de bâtir ça dans un aussi court laps de temps, mais on est resté un peu sur notre appétit sur certains sujets. Je voulais vous en faire part. Et puis, content de savoir que c'est pour l'information aussi. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous fournir vos prises de notes? On pourrait s'en servir plus tard.
Ben, on va en discuter. Oui, OK, parfait. Ben, moi, je voulais faire du pouce sur ce que M. Campagnat a dit, parce qu'on était à l'intersectoriel en même temps, en plus. Puis, on avait, nous autres, soulevé aussi beaucoup l'impact financier qu'on n'a pas entendu parler, puis on avait soulevé beaucoup la santé, la proximité des éoliennes, parce que je sais que tu allé visiter d'autres projets éoliens, mais... Puis on a invité la population à joindre. Oui, ben moi, je travaillais, fait que j'ai pas pu y aller, mais... c'est ça. L'impact financier, l'Alliance de l'Est, ça nous a parlé. Moi, j'ai manqué la moitié, j'avais Ok. quelque chose à raconter. Fait que ça, je l'ai pas vu, mais l'impact sur la santé et la distance des éoliennes, tu sais, vous avez visité des parcs éoliens, mais les éoliennes que j'utilise présentement, ceux qui veulent installer sont comme 2 fois et demi plus grandes et plus puissantes aussi. Là. Oui. Fait que les impacts sont pas les mêmes. C'est pas 2 fois et demi plus grande. Puis l'autre chose, la technologie est différente. Comme les cellulaires des années 80, le cellulaire maintenant, c'est pas la même technologie, c'est pas le même rendement. Donc, Ben, les mégawatts sont quand même plus puissants. ouais, mais la façon de produire peut être différente aussi. Donc, on entend vos préoccupations, on va réfléchir comment donner plus d'informations par ces points particuliers-là. J'en ai parlé avec M. Campagna aussi des marches séparatrices aussi. Lors du forum, on a discuté un peu ensemble. Donc, on fait un compte d'informations, on écoute vos propos, puis on va l'analyser lors du post-mortem du forum. Puis, qu'est-ce qu'on va donner comme suite à ça? Puis pour ce qui est de la forme des madames, la madame du bac, qui l'ont d'association, je ne me souviens pas. La queue. Bon, ben, eux autres, ils avaient l'air de dire qu'ils aimeraient ça, que les gens de la population leur fassent part de ce qui se passe, comme les oiseaux migratoires sont où, ce qui passe, puis ça, est-ce que les gens de la population vont être informés? Tu sais, ils vont suivre. Ben ça va être avec le processus du BAP en tant que tel. Il y a un processus du BAP, puis ils vont analyser l'ensemble de tout ce qui est environnement. C'est ça, mais tu sais, on va dire, mettons, être informé qu'on peut aller dire, OK, moi, en haut de chez nous, il passe des oiseaux. OK. Est-ce que la population va être informée qu'ils peuvent aller participer à donner l'information sur la faune? Au niveau du BAP? Oui. Oh, oui, le BAP fait de la publicité, puis On va en faire. nous aussi. Oui. Ben, ça, c'est sûr. Parfait. Je trouve ça important. Ouais. Tu sais, parce qu'ils ne restent pas dans la région, ils n'ont pas l'air de savoir exactement ce qui se passe. Merci. On avait-tu des demandes? Non. Monsieur Gino? Oui. Pour faire suite un peu à ce qu'ils ont parlé, la première fois que je suis venu ici au mois de novembre, vous étiez tout en rond. Oui. Puis on n'avait pas de chaise, Oui. on n'avait pas de. Vous avez été surpris, il y avait du monde, on comprend ça. Puis on s'est adapté. Bon, ça s'est réajusté, la salle s'est améliorée. On posait beaucoup de questions, vous avez dit, on va faire un sondage. Très bien. On a fait des tables sectorielles dans lesquelles j'ai participé. Il y a eu le forum. C'était intéressant au niveau de la transition énergétique, mais comme vous disait le monsieur, les questions vont être répondues. Quelques questions. J'entends souvent, j'entends bien vos commentaires, Oui. mais c'est ça. Si vous les entendez, nos commentaires, je ne peux pas vous insulter, mais emmener de quoi on ait des réponses. Ben, je pense que monsieur, avec tout le respect en tant que tel, on vous écoute, on se préoccupe de vos commentaires en tant que tel. J'ai dit à M. Campagna, on va voir avec le comité éolien comment on va se positionner pour donner plus d'informations par les 4 points précis qu'il nous a apportés en tant que tel. On va en discuter, puis il va y avoir un processus pour faire les conditions gagnantes également. Je pense qu'on se préoccupe énormément de vos questions. On a répondu à l'ensemble des questions que vous nous avez envoyées par courriel également. On a complété une page, saviez-vous, que sur notre site Internet. On vient de la bonifier. D'une façon transparente, on a donné les résultats du sondage. On va rendre public les résultats de la table sectorielle au complet sur notre site Internet aussi. Je pense qu'on se préoccupe beaucoup de vos questionnements. Peut-être qu'on n'a pas été à fond sur des points précis, mais je pense que la journée du mois de juin, le forum, passer une journée, un samedi avec des experts, le monsieur de l'université, monsieur Mousseau,
Les personnes du BAP, les personnes d'Alliance de l'Est qui sont venues passer une journée, qui ont couché ici la veille, puis qui avaient un BAP le lundi, je pense qu'on a eu beaucoup d'informations. Moi, j'ai pu partager avec eux autres entre les conférences, au dîner, pendant les pauses. Excusez, M. Guillemot. Allez voir aussi, donc, OK, on parle des distances. Oui. La MRC du Haut-Saint-Laurent, 2000 mètres. Ça fait déjà depuis 11 ans que le règlement est adopté. La MRC du Haut-Richelieu, 2000 mètres. Allez en voir d'autres. Allez pas voir des semblables à vous, allez voir des choses différentes pour vous faire une idée. Nous autres, on n'est pas là pour vous critiquer. On est là, ben, vous trouvez ça, c'est qu'on n'a pas de réponse. Ben, parce qu'on en donne, je peux vous en donner des réponses qu'on vous a faites. J'en ai des pages et des pages qu'on vous a faites. C'est pas celle qu'on a. Ben, c'est pas la celle que vous voulez avoir. Je l'attends, ça fait longtemps. C'est pas la réponse que vous voulez, mais on vous a donné des réponses en fait. Mais regardez, je pose la question à M. Dion, pourquoi ils ont mis 600 mètres et 1000 mètres à Wotton? Il me dit, on fixe à MRC. Je pose la question à MRC. La dernière assemblée, vous n'aviez pas de réponse, vous ne saviez pas pourquoi. C'est des hauteurs d'éoliennes pour 1000 mètres. Ben, le monsieur de l'Alliance, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il y a 10 200 mètres. 4 fois la hauteur des objets. 4 fois la 4 fois la hauteur d'éoliennes. Après ça, au niveau du 1200 mètres, ça fait une zone urbaine en tant que telle. Sinon, c'est 800 mètres en tant que tel. Il y a d'autres communautés, c'est du 400. Il y a plein de chiffres par rapport à Il y ça. en a d'autres, c'est 4,5 km. Oui. Dans leur alliance. Nous, notre question, c'est sur quoi ils se basent pour définir cette distance-là. Ça, ben, je vous l'ai dit, je pense à toutes les séances des 3 dernières séances, c'est le débit, le son. C'est le 40 dB. C'est la norme aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle est fixée. La distance séparatrice réglementaire par le règlement d'urbanisme, c'est une base de référence pour déterminer le potentiel de projet. Et après, l'implantation est obligatoirement définie par les dB. C'est partout pareil à la grandeur du Québec. C'est 40, c'est une norme nationale. Puis ça, c'est obligatoire. Il est impossible d'être en dessous du seuil de 40 dB. Fait que c'est comme ça que c'est implanté au Québec. Puis l'Alliance de l'Est, ils ont des projets de parc, c'est 400 mètres. Il y a des projets de parc, c'est 500 mètres. Il y en a qui c'est du 600 mètres. Ça varie en fonction de la réglementation des MRC qui l'ont fixé avec leurs connaissances, puis les référents qu'ils ont utilisés dans la réglementation. On vous a fourni les référents sur lesquels on s'est basé avec des communautés similaires. Est-ce que c'est parfait? On vous l'a avoué que c'est comme ça qu'on l'a fait. OK? Après ça, là, il vous a présenté 4 fois la hauteur de l'éolienne. C'est fait partie des éléments qu'on prend en considération dans l'analyse de tout ça, là. Fait que, il n'y en a pas un modèle. Vous pouvez prendre celui qui est le plus grand, vous pouvez prendre celui qui est le plus petit. On est en train de tout se développer avec ça. Mais la norme au Québec, c'est 40 dB. Ça va être inclus dans le règlement. On n'a pas le droit de légiférer sur des compétences qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est le ministère de l'Environnement qui légifère en vertu des 40 dB et c'est obligatoire dans un processus de pour qu'il y ait un octroi de permis qui se fasse. Donc, c'est sûr que ça va avoir lieu, ce 40 dB-là. Cette norme-là est obligatoire. Le 40 décibels, OK, il y a une norme en fonction de la directive 98-01 du ministère de l'Environnement. Mais quand on va prendre connaissance du dernier rapport de l'INSPQ qui a été publié en octobre dernier, il y a une section à l'intérieur de ce rapport-là qui traite des infrasons, des basses fréquences, qui commence de plus en plus à être documentée. Et ces infrasons-là ne sont pas mesurées avec des appareils, des sonomètres conventionnels, comme SORDB utilise. Ça, c'est une firme qui est spécialisée dans l'étude de bruit, qui appuie beaucoup de projets éoliens, qui fait des études de bruit pour différents projets éoliens. Mais les infrasons ne sont pas mesurés habituellement avec ces appareils. Donc, ça prend d'autres appareils pour s'assurer que les infrasons ne causeront pas de problème. Mais je reviens aussi sur ce que le BAP a dit pendant le forum. La dame a dit qu'il ne faut pas se limiter uniquement
à ce qui est réglementé. Je lui ai posé la question, c'est donc dire que même s'il y a des paramètres, des conditions pas réglementées, on peut se questionner là-dessus. Elle dit oui. Moi, je vous encourage à aller plus loin que le nombre de 40 dB. Parce que 40 dB, la nuit, il y a des projets, on en avait nommé quelques-uns. Le BAP recommandait 32, 35, même en dépit de la norme de 40 dB. C'est des recommandations. C'est nous, la MRC, on a la chance de participer en amont de tous ces projets-là pour pouvoir être plus prudent. On ne peut pas légiférer sur les dB, on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, on peut, si on est partenaire avec un éventuel projet, on peut influencer cette application de norme-là, donc le respect du code. On n'a pas le droit de légiférer sur les dB. Non, vous ne pouvez pas légiférer ces dB, mais vous pouvez légiférer ces distances séparatrices. Mais on n'a quand même pas les dB. Non, mais si On ne sait pas si 800, c'est les dB, sont respectés à 800 dans un contexte X. Les contextes X, il peut y avoir des ABC jusqu'à X, des contextes, parce que une éolienne dans la vallée d'Henriette-Nicolette, puis une éolienne sur le top de la côte à Water, c'est carrément différent comme l'étude, carrément différent. Les conditions d'opération, c'est différent, le relief, la végétation, tout entre en ligne de compte, le taux d'humidité, ça a un impact sur le son. L'orientation des vents, tout ça. Fait qu'ils ne peuvent pas arriver et dire, ben, 40 dB, on va le respecter, puis on plante 35 éoliennes. Là. Ça ne tient pas la route, c'est du cas par cas, c'est éolienne par éolienne, à moins d'arriver et dire, on sait que le range est à peu près de temps, de mètre, ben, nous autres, on va être bon, on va être plus prudent de façon à s'assurer que sur les, mettons, 16 éoliennes qui sont implantées, il y en a 10 qui respectent, mais il y en a 5-6 qui sont problématiques, ben, on va s'assurer de mettre une distance, une zone tampon plus grande pour justement donner un buffer pour assurer la sécurité, la quiétude, la santé des gens et des autres. Donc, je comprends bien que vous seriez un participant intéressant pour le comité consultatif. C'est pas ce qui va apparaître sur le site Internet. Non, on va en parler ici. Ça va. D'autres questions? Mais on l'entend, cette préoccupation-là, depuis le début. Parce que le 800 mètres, les gens de l'Alliance de l'Est, je peux me permettre encore, j'ai jasé avec le monsieur à la fin. Oui. Candidement, il me l'a dit. C'est pas. On ne savait pas comment mettre de distance. Je le disais à tous. Ben oui. Fait que vous l'avez entendu, tout le monde l'a entendu. Il a dit, on ne sait pas comment mettre de distance. Fait que bon, ils ont été mathématiquement parlant. Ils ont dit, on va mettre 4 fois la hauteur de l'éolienne. Mais il faut que ça soit appuyé. Tu sais, là, on n'est plus en 2010, on est en 2013, on est en 2005. En 2024, il y a des études scientifiques à l'appui qui peuvent guider dans l'orientation visant à établir une distance séparatrice. Fait que j'ose espérer qu'on va passer le PIF puis les calculs mathématiques, puis on va y aller avec tous des critères scientifiques pour venir appuyer la distance qui va être définie dans le schéma d'aménagement. Merci. D'autres demandes? Pour compléter? Question rapide? Oui, monsieur. Ça va être le rapide possible. Merci. Écoutez, moi, ce qui m'achale aussi, une affaire dans les distances, c'est que si vous êtes pas dans l'urbain, c'est 1000. Si vous êtes en campagne, si on veut dire, c'est 500 ou 600, puis pendant que la vie est là. Je trouve que pourquoi c'est pas les deux mêmes distances. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Si ça fait 600 mètres puis 600 mètres, je trouverais que ça serait équitable. 1000 ou 1000. C'est deux contextes particuliers, même M. Martin. Il y a beaucoup de réglementations en urbanisme qui ont une particularité pour les zones urbaines, puis la ruralité. Règlement sur les distances séparatrices, par exemple, au niveau des charges d'odeur, les îlots déstructurés, l'implantation de résidences à proximité d'infrastructures routières publiques, le règlement sur les chiens et les animaux. Il y a plein de règles différentes quand tu es dans un contexte urbain ou quand tu es dans un contexte rural. Ce n'est pas deux classes de population. Les règlements d'urbanisme s'adaptent
par rapport à la densité, par rapport au type d'usage qui se fait dans ce territoire-là. C'est comme ça que c'est construit. Il n'y a pas une particularité pour le dossier éolien. Il y en a plein des règlements qui sont comme ça. Même que pour certains règlements, les résidences en zone agricole, c'est des résidences invisibles pour le droit de produire. Donc, il n'existe même pas, là, ça à Carto, on n'a pas le droit de les considérer. Fait que c'est pas juste une affaire d'éolienne. C'est le contexte. C'est une zone de production aussi, la zone agricole. C'est une zone de production agricole. C'est une zone qui n'est pas simplement un paysage. C'est un lieu de travail, c'est un lieu de production pour la nutrition, notamment, la production forestière, etc. Il y a un critère qui se montre au niveau des éoliennes, c'est quoi? C'est quoi qui fait? Si vous avez une question plus précise, vous pourrez l'envoyer à l'équipe d'aménagement. Le directeur d'aménagement pourra y répondre. Mais à votre question, à savoir pourquoi il y a 2 traitements, il n'y a pas 2 traitements. C'est la nature même du lieu qui permet ça. Sur plein d'autres règlements aussi. Ça va? C'est pas pour vous limiter, mettons, dans le développement du village, tu sais, qu'il y a d'autres habitations le village grossisse un peu, puis si on met la même distance séparatrice, il est tout automatiquement limité dans son développement, sa croissance, le village. Ce serait un peu ça aussi. Je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais c'est comme ça sur plein de règlements. Mais j'aime bien votre commentaire de dire la zone, le terrain là, agricole, c'est pour la production agricole. Il ne faut pas oublier qu'on a 2% du territoire qui est cultivable au Québec. C'est important. Je suis agronome de formation, je travaille avec des agriculteurs. Puis des éoliennes, c'est pas là pour nous nourrir. Là. Oui, l'électricité, mais on peut manger. Là, Les producteurs aussi mangent. Les producteurs aussi mangent. Il y a beaucoup de producteurs qui sont en accord, qui ont des ententes, d'ailleurs. Ben oui, ils sont achetés, nous aussi, là. De la misère à arriver. Pour 1,3 hectare à 30 000 de revenus, je me dis, il n'y a pas grand grain qui produit ça. Oui, mais tantôt, vas-tu manger des éoliennes? Ça va être un débat de société. Ça va? Vous aviez reçu le calendrier d'activité de juin à août. En tant que tel. À titre de renseignement, municipalité de du canton de Saint-Camille demande d'un BAP générique sur la filière éolienne. Pour information, la municipalité du canton de Saint-Camille a déposé une demande du BAP générique sur la filière éolienne auprès du ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Donc, les discussions pour le conseil de la MRC vont se tenir en août. Et la même affaire pour la municipalité de Saint-Georges qui a appuyé la demande du BAP générique. L'aide de la MRC des Sources à la CDC des Sources appuie au projet de gestion de la crise socio-climatique. M. Martin. Donc, la CDC a fait une demande à la MRC pour qu'on les soutienne. Vous avez vu à une séquence antérieure, la MRC a obtenu un soutien financier du ministère des Affaires municipales, du ministère de l'Environnement, pour mettre en place des plans climat. Donc, on va commencer à s'atteler à cette tâche-là. La CDC a une opportunité aussi de déposer un projet auprès du secrétariat de l'Action communautaire autonome et aux initiatives sociales du ministère de l'Emploi pour obtenir un soutien financier de 2 ans pour l'embauche d'une ressource humaine, pour l'enjeu des populations vulnérables au cœur de cette fameuse changement et transition climatique. Donc, on a clairement donné un appui parce que cette collaboration-là avec la CDC, elle est sur plusieurs dossiers, notamment. Puis l'angle des populations vulnérables qui sont plus à sa faible revenu ou qui risquent de subir les contre-coups, comme par exemple les personnes âgées dans un contexte de chaleur accablante, par exemple. Donc, c'est un angle très, très important aussi à considérer. Donc, ici, là, c'est pour présenter le fait qu'il y a un appui et une belle collaboration qui va se bâtir à travers les prochaines années. On espère qu'ils vont pouvoir obtenir ce financement. M. Marcotte, on s'est rendu tourisme culture, les balades denvilloises sous le promoteur ville de Denville. C'est dans le cadre de l'entente culturelle. Oui, C'est vrai que pour ce dossier-là, je préférais déclarer potentiel chose. potentiel conflit, donc je préférais me retirer. Tu vas lui prendre en note tes élèves. On attaque là-dessus. Donc,
Le projet des balades danvilloises, le promoteur, c'est la ville de Danville. Le montant demandé est de 5 000 pour un coût de projet de 7 000 pour 71 du projet. La ville dépose une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de développement culturel volet patrimoine. Le projet consiste à la mise en place d'une offre de 2 balades animées pour les citoyens ainsi que pour les visiteurs lors des journées de la culture à la fin septembre, ainsi que durant les fins de semaine d'octobre. La création d'un nouveau balado historique avec l'historien Daniel Pitt, d'où son retrait en ce moment, et l'installation de nouveaux panneaux et artefacts dans des lieux publics et privés. Est-ce que ça vous va, des questions, commentaires? Monsieur Terrien, Monsieur Roy? On attend que M. Pitt revienne. Non. Prestation du compte Les souvenirs d'asbestos, promoteur ville de Val-des-Sources. Donc, le montant demandé, 5 000 le coût total de projet, 7 401,62 pour 68 du coût du projet. La ville de Val-des-Sources dépose une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de développement culturel, encore une fois ici, volet patrimoine. À la suite du projet de création d'un compte historique en collaboration avec le compteur professionnel Marc-André Fortin et les aînés de la ville de Val-des-Sources et de sa région, la ville souhaite offrir 3 autres prestations de compte, soit à la Villa Castonguay, au CHSLV de Val-des-Sources, ainsi qu'à la salle Notre-Dame de Toujoie ou à la bibliothèque municipale, dépendamment des besoins du groupe. Ça va, proposé par M. Letarne et M. Dion. L'appel à projet d'initiative en développement culturel, donc un appel à projet en développement culturel a eu lieu du 21 mars au 12 mai, dont les objectifs étaient de développer l'intérêt et la participation des citoyens à la culture, multiplier les activités culturelles intergénérationnelles et de rejoindre les familles. À la suite de l'appel de projet, le groupe Conseil Culture de la MRC a étudié les projets déposés. Sur recommandation de ce dernier, le Conseil de la MRC finance les projets suivants. Crescendo musical, atelier de chant. Le promoteur, c'est l'ensemble vocal d'Escaouette. Le montant demandé est 1 943,50 pour un coût total de projet de 2 600 75 du coût total de projet demandé. Cette activité de familiarisation au chant choral seront offertes aux résidents du manoir Jeffrey, dont 5 ateliers, une pratique avec les membres volontaires de l'Escaouette et un mini-concert à la résidence. Monsieur Bernier, Monsieur Roy. Le prochain projet, c'est atelier multigénérationnel avec la meunerie. Le montant demandé est de 5 756,25 pour un coût total de 8 153,25, 71 du projet. C'est 4 ateliers d'une durée de 8 heures, offerts sur une période de 4 semaines, donc chaque cours, qui seront accessibles aux résidents de la MRC des Sources sur les thématiques suivantes. Donc, l'éveil musical, la danse, la photographie et la peinture sur bois. C'est bon? Monsieur Pitt et M. Terrien? Non, Non. Proposé. M. Dion? le projet suivant, c'est événement créatif multi-art de Ravir. Le montant demandé est de 3 900 $. Le coût total du projet est de 5 500, 71 du projet. C'est la création d'une œuvre en direct de 2 artistes de la scène en art visuel où l'audience sera invitée à participer. Cette activité sera offerte à 5 reprises et se jumellera à des événements déjà existants sur le territoire. Proposé par M. Bernier, M. Terrien. Et le dernier. Projet Joie du bon vieux temps. Le promoteur est également à Ravir pour l'artiste Mélanie Joël Colly. La demande est de 7 630 $ pour un coût total de projet de 10 580 pour 72 du coût de projet. C'est une animation musicale interactive qui sera offerte à 24 aînés de la MRC en situation d'isolement. Ceux-ci seront invités à participer à 2 entrevues suivies d'une représentation publique où ils pourront échanger et chanter sur le répertoire musical de leur choix. Les sommes totales, si vous plaît, On va proposer. M. Letarne et M. Dion. Les sommes demandées totalisent un montant de 19 229,75 pour une enveloppe disponible de 24 000 $. Le conseil de la MRC, si vous êtes d'accord, mandate l'équipe de la MRC afin d'accompagner la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor afin de bonifier leur projet de mise en valeur patrimoniale déposé dans le cadre de l'appel à projet et d'y réserver une somme résiduelle de 4 770,25. Le projet sera déposé lors d'une prochaine séance du conseil pour approbation. Oui. M. Roy et M. Bernier. On travaille en développement du territoire, fonds local,
Franck Nourricier pour le 125e de la ville. Promoteur, la ville de Val-des-Sources, le montant demandé est de 10 000 pour un coût de projet de 24 627,73, 41%. Le projet consiste à créer un parc nourricier de 125 arbres, arbustes et plantes comestibles pour souligner le 125e anniversaire de la ville aux abords du sentier pédestre reliant le secteur Saint-Barnabé à l'Aréna Cognitive. Ça va. Proposé M. Dion et M. Pitre. Moderniser les équipements informatiques à la bibliothèque de la municipalité de Saint-Georges. Le promoteur, la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, le montant demandé 6 944,58, le coût total de projet 7 758, 90% du coût total du projet demandé. Le projet consiste à moderniser les équipements informatiques de la bibliothèque de Saint-Georges-de-Windsor afin d'optimiser et faciliter le travail des bénévoles. Ça va. M. Poit, M. Terrien. Développement de territoire, chantier de l'habitation de la MRC. Sur recommandation du comité de fiscalisation, donc, il est proposé aujourd'hui d'entériner la stratégie d'habitation pour la MRC des Sources pour les prochaines années. C'est la première étape qu'on fait au niveau de la stratégie d'habitation. Je pense que l'ensemble des maires trouvaient important de s'adresser la question qu'est-ce qu'on a besoin au niveau de l'habitation, comment on peut le faire. En 2025, on va avoir de nouvelles sommes disponibles pour les 5 prochaines années. Donc, on veut réfléchir. Il va y avoir des sommes additionnelles, puis on veut vraiment travailler en collaboration avec l'ensemble des organismes communautaires qui ont fait une réflexion quand même assez d'une façon consciencieuse. Donc, c'est la stratégie qu'on vient de déposer. Des questions, des commentaires? Est-ce que ça va? M. Roy, secondé de M. Dion. Recommandation du comité de vitalisation. Sur recommandation du comité de vitalisation, le conseil adopte les projets suivants. Donc, le projet, c'est les gigoteuses. Le promoteur, c'est la maison de la famille, Famille Action. Le montant demandé est de 6 338,30. Le coût total de projet, 7 043,30, 90%. Le projet consiste à constituer un lot de gigoteuses qui sera offert aux nouveaux parents, qui servira de carte de visite à l'organisme pour présenter les différentes ressources disponibles sur le territoire pour les parents et les familles. Est-ce que vous savez c'est quoi une gigoteuse? Non, je me posais la question. Oui. C'est un vêtement qui permet d'avoir les bras et les jambes en liberté pour les enfants, mais d'être quand même à l'abri du froid. C'est comme un petit sac de couchage, mais ça s'attache au niveau des épaules. Puis ça fait plusieurs années qu'on en faisait, mais il était en matériel très, très chaud. Puis déjà que les enfants ont tendance à être pas mal abriés, là, tout ça, il nous avait été demandé au prochain lot de le faire avec des nouveaux matériaux. Donc, on est rendu à faire un nouveau lot pour les familles. C'est 150 gigoteuses, je crois qu'on va faire. Puis en même temps, c'est une carte de visite pour les organismes d'aller voir les nouveaux-nés. Proposer M. Pitt, M. Bernier, le deuxième nouveau souffle. Le promoteur, c'est l'Harmonie de Val-des-Sources. Le montant demandé est de 30 000 pour un projet de 73 467,31, 41%. Le projet consiste à mettre sur pied un cours parascolaire musical hebdomadaire destiné aux jeunes du primaire et du secondaire de la région. Les cours se donneront en petits groupes dans les écoles de la région, ainsi qu'un samedi par mois à tous les élèves qui seront réunis. Proposé par M. Lepage, secondé de M. Carrier, École buissonnière. Le promoteur, c'est le collectif pour la communauté de Saint-Adrien. Le montant demandé est de 11 490 pour un coût total de 14 740, 78%. Le projet consiste à mettre sur pied une série d'ateliers de philosophie destinés aux élèves du 1er à la 6e année de l'école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Adrien, avec des personnalités du milieu et une animatrice en philosophie jeunesse. M. Roy et M. Dion. Classe extérieure, la passerelle. École primaire, la passerelle et la demandresse. Le montant demandé est de 30 000 $. Le coût total du projet, 65 880 pour 46%. C'est la mise en place d'une classe extérieure à l'école primaire La Passerelle. Le terrain sera aménagé de manière à créer un espace flexible permettant l'enseignement magistral pour les matières en général, le travail en équipe, l'enseignement des arts, des sciences et pour permettre des présentations d'élèves ou des conférences externes. Ça va. Proposé M. Bernier, secondé de M. Letendre.
modèle de bâtiment accessoire pour la municipalité de Saint-Adrien. Le montant demandé est de 17 000 sur un coût de projet de 19 226,94 $. Le projet consiste à réaliser et mettre à la disposition des citoyens de Saint-Adrien 2 modèles de bâtiments accessoires habitables conformes à la refonte de la réglementation municipale. Ces modèles incluront des plans et devis pour une construction clé en main. Proposé par M. Pitt et M. Roy. Et l'étude de préfaisabilité de conversion du centre communautaire de Wharton. Donc, le promoteur est la municipalité de Wharton. La demande est de 4 491,53 pour un coût total de 4 490,58. Le projet consiste à réaliser une étude de préfaisabilité de la conversion du centre communautaire de Wharton en immeuble à logement communautaire. L'objectif de l'étude est de faire l'analyse des avantages et contraintes du site, de proposer des scénarios de développement ainsi que de déterminer la viabilité économique d'un tel projet. Proposé par M. Terrien et M. Bernier. On dirait aménagement du territoire, schéma d'aménagement de développement, projet de règlement de la municipalité de Wharton dans le cadre de la concordance réglementaire. M. Leverne. Oui, donc la municipalité de Wharton est la première municipalité à nous déposer l'ensemble là, de sa réglementation d'urbanisme pour se conformer au schéma d'aménagement là, qui a été adopté en 2021. Premier avis de non-conformité. Par contre, pour celui-là, c'est le règlement 248-23, le plan d'urbanisme. Dans le plan d'urbanisme de Wharton, il était demandé spécifiquement pour le village de se doter d'un plan particulier d'urbanisme qui doit être un élément particulier, mais qui fait partie intégrante du plan d'urbanisme plus général pour l'ensemble du territoire. C'était un élément qui était manquant du plan d'urbanisme, donc puisqu'on a reçu le document complet, on se doit de donner un avis de non-conformité. Ça devrait être réglé très rapidement pour Wharton, cet élément-là. Donc, Proposé par M. Roy et M. Bernier. Quand il y a un avis de non-conformité qui a été mis sur une réglementation, c'est sur l'objet de non-conformité que la municipalité doit juste s'ajuster. Puis après ça, ça va pouvoir entrer en vigueur et obtenir un avis de conformité. Pas tous les travaux qui doivent être recommencés, c'est vraiment l'objet. Ici, c'est le KPI qui est en question, donc le plan particulier d'urbanisme pour le cœur du village. Il y a beaucoup de travail qui a été fait de Wharton pour se déposer. C'est la première municipalité qui le dépose. Vous avez mis de l'effort en erreur. C'est tout en votre honneur, le travail qui a été fait. L'avis de conformité règlement 241-23. oui, donc plus heureux ici, le règlement de zonage, document très volumineux qui a été analysé là, par les départements d'aménagement. Donc, après analyse, là, on recommanderait ici d'accorder la conformité pour le règlement de zonage pour la municipalité de Wharton en concordance avec le schéma d'aménagement. Proposé par M. Terrien, M. Pitt. Règlement 250-23, le lotissement. Même chose est analysée aussi par le département d'aménagement. On recommanderait ici la conformité au schéma de 2021. M. Roy et M. Bernier. Après ça, la construction, règlement 251-23. La même chose. On a reçu aussi exactement la même chose. On recommande la conformité pour le règlement de construction. Proposé par M. Pitt, fait le signe de tête, et M. Roy. Ensuite, règlement 252-23, permis et certificats. Permis et certificats, même chose, on recommande la conformité pour ce règlement-là aussi. Proposé par M. Roy, M. Bernier. On est rendu à la conformité règlement 253-23, conditions d'émission des permis de construction. C'est conforme. Conforme. Proposé par M. Roy et M. Bernier. Le règlement 254-23, PIA. La même chose, c'est conforme. Conforme, oui, tout à fait. Oui, M. Terrien. Et le dernier, PC-MOI, règlement 256-23. Projet particulier de construction et de modification de l'occupation des immeubles pour l'acronyme pour le public. Donc, effectivement, conforme aussi pour ce règlement-ci. Proposé M. Letendre, secondé de M. Pitt. Vous voyez tout ce que la municipalité de Wharton a fait comme travail en tant que tel. Donc, c'est majeur comme implication de la municipalité. Des centaines de pages de règlement. Des quelques heures, M. Dion, de travail. Plusieurs rencontres.
Avis de conformité, Ville de Val-des-Sources, règlement modifié 206-116 sur la zone 233C et 117C. Philippe? Donc, la municipalité de Val-des-Sources souhaitait modifier les usages dans la zone 233 et la zone 117. Donc, pour la zone 117, c'est l'intégration en fait de l'usage résidentiel. Puis, pour la zone 233, c'était aussi pour des usages résidentiels. Donc, essentiellement, on est en affectation urbaine. Les villégiatures, c'est des usages qui sont autorisés dans les affectations. Donc, on recommanderait ici la conformité pour ces règlements-là. Proposé par M. Terrien, secondé de M. Dion. Règlement modifié 206-116 sur le zonage 94C et 95R. La municipalité de Val-des-Sources modifie les limites des zones 94 et 95. Après analyse, là, on est en affectation urbaine. Donc, par rapport aux usages, il n'y a aucune problématique. Donc, on recommande ici aussi la conformité pour ce règlement. C'est par M. Pitt et M. Terrien. Et le dernier règlement 2006-116 sur la zone de création 287R. La municipalité de Val-des-Sources souhaitait créer une nouvelle zone résidentielle, donc la zone 287, à proximité des sentiers 4 saisons, là, pour vous situer. Donc, ici, on ajoute des usages résidentiels. On est en affectation urbaine, c'est des usages autorisés à l'affectation du schéma d'aménagement. On recommande la conformité aussi pour ce règlement-là. C'est par M. Letendre, secondé de M. Dion. Bien que pour le bénéfice à Marc-Antoine, c'était 13.12. Ouais, c'est bon. OK. Dossier d'aménagement, délégation, autorisation de signature de l'entente de délégation concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts PADF. Philippe? Oui, donc on a reçu du ministère des Ressources naturelles et des Forêts une entente de délégation qui concerne le fameux programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Donc la MRC Granite a manifesté son intérêt à en assurer la gestion pour l'ensemble de la région estrienne. Donc le Conseil de la MRC des Sources, par résolution, se doit de désigner la MRC du Granit à agir à titre de MRC délégataire pour la période 2024-2027 de signature de l'entente avec le ministère et d'autoriser aussi le préfet, M. Grimard, à signer la dite entente ainsi que Frédéric Marcotte, directeur général. M. Leroy et M. Letendre. Comité de sécurité publique, le prochain comité de CSP aura lieu le 2 juillet prochain à Saint-Camille au Camillois à 9h. Site d'enfouissement, état des revenus et dépenses au 31 mai. Ça va? Proposé M. Terrien et M. Dion. Et la liste des chèques du 1er mai au 31 mai. M. Pagé et M. Pitre. Recommandation du comité du Fonds de l'eau et résilience climatique. Adoption de projet pour M. Lebel. Excusez-moi, un classique, j'avais oublié mon micro. Je vais avoir une série de projets à passer en rafale. Donc, le Fonds eau et résilience climatique, la MRC, avait une somme résiduelle de 21 558 à écouler suite à un premier appel à projet. On en a lancé un deuxième dans lequel on invitait certains à déposer des projets. Donc, premier projet qui a fait l'objet d'une analyse, c'est FERC 2024-01, avis hydrogéomorphologique au rang 4 à Saint-Adrien. Le promoteur, c'est la municipalité de Saint-Adrien. Les montants demandés, 2431,80 pour un coût total du projet de 4863,60, donc pour 50% de dépenses. C'est un projet qui consiste à étudier la dynamique d'un cours d'eau qui traverse le rang 4 et qui provoque des dommages récurrents à un ponceau et à la route du rang 4. L'objectif du projet est de proposer des travaux correctifs innovants et adaptés à la dynamique du cours d'eau dans le but d'augmenter la résilience du secteur face au changement climatique, notamment lors des épisodes de fortes pluies. Second projet. Ouais. Ben, on va les adopter individuellement ou en Parfait. bloc? En bloc. OK, vas-y, Philippe. Parfait.
Deuxième projet, lutte aux espèces exotiques envahissantes à l'étang Burbank. Le promoteur est la corporation de l'étang Burbank, un montant demandé de 3 625 $, un coût total du projet de 10 405 $ pour 35 %. Donc, ce projet consiste à identifier puis à éradiquer mieux possible des plants de nerf brun bourdane et de roseaux communs à l'étang Burbank. Ces espèces exotiques envahissantes prolifèrent de plus en plus autour de l'étang. Leur présence est favorisée par les changements climatiques, entre autres. Le projet vise aussi à former les utilisateurs de l'étang à l'identification de ces espèces et à les informer sur les dommages qu'elles causent et à les enseigner sur les façons de les éliminer. Troisième projet, revégétalisation des bandes riveraines, parc de la Pointe aux Trois-Lacs. Donc, le promoteur est la ville de Val-des-Sources, montant demandé 15 000 $, coût total du projet 30 010 $ pour 50 % environ. Ce projet consiste à amorcer la restauration des rives du parc de la Pointe dans le secteur Trois-Lacs de Val-des-Sources. Une partie de la rive de ce parc a été ciblée pour retirer un ancien muret de ciment, puis pour végétaliser le sol avec 3 strates sur une bande de 10 mètres de large. Ce projet servira de vitrine modèle pour l'ensemble des riverains du Trois-Lacs, de façon à faire la promotion des aménagements riverains attractifs d'un point de vue visuel, mais aussi d'intérêt pour la biodiversité et la résilience au changement climatique dans un secteur vulnérable aux crues soudaines. Quatrième projet, initiation à l'hydrogéomorphologie avec la table Dynamo. Le promoteur, c'est la TACAF. Montant demandé 600 $, coût total du projet 2100 $. Ce projet consiste à enseigner les concepts de base de l'hydrogéomorphologie à l'aide de la table Dynamo et à des étudiants de secondaire 4 de l'école L'Escale. L'objectif de cette activité est d'en faire des ambassadeurs des bonnes pratiques de gestion des cours d'eau dans un contexte de changement climatique en illustrant concrètement les impacts de certaines interventions dans les cours d'eau. Voilà, c'était les 4 projets. Monsieur Roy, secondé de Monsieur Dion. Demande des citoyens. Oui. Bonjour à tout le monde. J'ai une demande, ça concerne tout le travail qui se fait, Monsieur Dion l'a présenté au niveau de la conformité réglementaire. Alors, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne connaissent pas, Patrick Mérien, citoyen de Saint-Camille. Dans ce cadre-là, c'est tout un travail qui se fait et qui est complexe. Monsieur Dion va en témoigner. Mais c'est aussi un travail dans lequel on demande, pour cette conformité-là, d'étudier et de voir que les citoyens soient également informés, qu'ils comprennent la réalité de ces changements-là et de ces adaptations-là. C'est un travail qui est important. C'est un travail qui permettrait aux citoyens de mieux saisir ce qui va arriver et ce en quoi ils sont concernés. Il y a des gros cartables de documents qui ont été révisés, sur lesquels les élus ont travaillé, mais les citoyens, entre autres, par exemple, les membres des comités d'urbanisme, ou d'autres citoyens qui peuvent être concernés, comment sont-ils informés et comment comment ils s'approprient les changements majeurs, pas les détails, mais les changements majeurs. Alors, au nom du comité provisoire de démocratie citoyenne des sources, qui s'occupe des éoliennes, mais pas que, je voudrais présenter une demande que je vais vous remettre, qui viserait à accompagner les citoyens intéressés, pas toute la population, et à être impliqués ou à être informés sur ces impacts. Quelques instants passés avec des citoyens au hasard, ça, à mon sens, c'est pas suffisant pour avoir une compréhension de ces changements-là. Aussi, nous vous proposons, d'abord, on fait une demande officielle d'accompagnement des citoyens dans l'appropriation de ces changements-là. Quelque chose de léger, quelque chose de... Il ne s'agit pas de passer à travers tous les gros cartables avec tout le monde pendant... on n'y arrivera pas, personne n'y arrivera. Mais au moins avoir de l'information sur les éléments majeurs et associer les citoyens à cela. Donc, on vous dit. Est-ce qu'hier, vous avez participé à la présentation du règlement sur la forêt, le règlement d'abattage? Non. Okay. Parce que j'aurais aimé savoir s'il y a quelqu'un du groupe qui a été pour savoir est-ce que ce modèle-là marcherait pour vous? Parce qu'on a une approche qui était très
c'est pédagogique sur l'aspect du règlement. Pour l'ensemble des producteurs forestiers, par exemple, du territoire, c'est un règlement qui était sujet à ça, mais si ce modèle-là marche bien dans la nature de votre demande, c'est un peu vers là qu'on veut s'en aller dans le cadre des règlements. Mais là, ici, on est à une échelle MRC, par contre. Si votre demande est spécifique pour les réglementations locales, les élus peuvent l'entendre, mais nous, notre pouvoir d'agir comme MRC est sur les règlements régionaux. Alors, d'abord, je suis enchanté de savoir qu'il y a ce genre de démarche. En tout cas, vous me connaissez mon intérêt là, pour la pédagogie auprès des citoyens. Donc, je suis enchanté de savoir qu'il y a ce genre de démarche. Je ne la connais pas, il suffirait d'en prendre connaissance pour être capable de voir les avantages de cette démarche. Ce que nous proposons, c'est une démarche en 2 temps. Il y a un élément dont on ne parle pas assez, qui est majeur à mon sens, et M. Lebel est là, il va l'entendre aussi. Je voudrais que je suis conscient, nous sommes conscients, du très gros travail que vous faites, vous, votre équipe à la MRC. Et ce travail-là n'est peut-être pas assez saisi par tout le monde, parce qu'on ne le connaît pas, parce que ce n'est pas diffusé, parce qu'on passe les choses rapidement. Alors, dans un premier temps, on proposerait à la MRC d'avoir un accompagnement léger des élus et des membres de ces élus locaux. Une visite, une information, etc. D'avoir un document sur le site, quelque chose de simple, pour identifier les points majeurs et pourquoi, les tenants et les aboutissants. Et ensuite, à chaque municipalité, de trouver la manière la plus appropriée pour elle de faire ce genre de choses, de le mettre en œuvre. Je sais que la municipalité de Saint-Camille a pensé à quelque chose, une démarche d'information citoyenne. Est-ce que je peux me permettre à M. Pagé, si vous pouvez avoir une idée de ce que vous avez, avez-vous pensé à ce genre de choses-là? Ben, la municipalité, on va mettre en place des ateliers, nous autres, au mois de fin septembre, là, parce que là, il faut laisser passer la période de l'été, c'est sûr, vraiment pertinent pour national. Mais il y a une grande volonté politique de tenir des ateliers pour finaliser le règlement d'urbanisme. Alors ça, c'est un exemple d'une municipalité qui a pris un moyen de le faire dans son... Alors, je vous propose de lancer une réflexion sur la manière dont ça peut être fait. Le comité de provisoire de démocratie citoyenne, les sources, est prêt à contribuer, à collaborer. Je peux personnellement, moi, accompagner ou réfléchir à cela avec des membres de l'équipe de la MRC qui seraient intéressés à le faire. Mais c'est une demande que nous vous déposons. Ben, la demande est adressée à chacune des municipalités. J'ai fait une demande générique qui s'adresse à M. Grimard, le préfet de la MRC, bien sûr, et puis ensuite, les maires, les restes et les maires des MRC. Donc, vous voulez qu'on l'envoie dans chacune des municipalités. Voilà. Parfait. Vous avez une à déposer ça? ou à Isabelle? Très bien. Vous en avez 2 exemplaires. Et M. Marien, hier, là, le processus de consultation, c'était au-dessus de 30 personnes qui étaient présentes pour discuter d'un règlement. Et ça a duré 3 heures, je crois, 6 heures à 9 heures en tant que tel. Donc, participation citoyenne, on l'a fait au niveau minier là, à l'époque également. Donc, c'est des démarches en ce sens qu'on met en place. Ben, écoutez, tout ce qu'on demande, là, c'est que... Juste pour compléter, Oui. dans notre plan d'action annuel à la MRC, on a une section complète sur favoriser une meilleure relation avec la communauté pour que ce genre de dossier complexe-là soit plus facilement compréhensible. Et ça, c'est vraiment une manière puis on a mis en place l'ensemble du conseil, là, ici, de la MRC, le projet du Gym en 21. Il est un espace où est-ce qu'on cherche à créer des moments plus adaptés pour aborder ces enjeux-là sur les problématiques de territoire, sur le cadre réglementaire. Et on essaye d'attendre à avoir des animations qui sont adéquatement vulgarisées et simples. Donc, ça s'inscrit vraiment dans la ligne de ce que vous dites. Puis, on a mis en place un lieu et un projet signature de territoire spécifiquement là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a atteint le niveau que vous demandez? Probablement pas.
Mais on est dans cette bonne direction-là. On va prendre avec joie vos commentaires. Puis, regardez comment améliorer nos actions. Là, très certainement. Très intéressant. Pourrais-je avoir une idée de la manière dont la démarche que vous avez, dont vous parlez, qui a eu sur les activités d'hier, je peux y avoir accès assez facilement? Oui, M. Lebel pourra Monsieur vous Lebel. contacter là-dessus très certainement là, pour vous donner comme le détail de la séquence et tout ça. Avec plaisir. Parfait. Ça marche? Oui. Merci, M. Merci. Maguet. D'autres demandes des citoyens? Ça peut être côté. Moi, j'ai une petite question concernant les nouveaux secteurs d'inondation. J'ai vu passer une nouvelle, je vais essayer de m'informer un peu. J'ai appelé le gouvernement, puis il me dit de me référer à ma MRC pour les nouveaux secteurs, parce que j'ai les terrains au Trois-Lacs, puis là, je suis pas sûr de comprendre si ça va devenir inondable. Je sais que je construis avant, je vais falloir là construire après. Je ne trouve pas l'information. Peut-être que Philippe devrait M. Lebel. sont les plus au fait. Oui, on n'a pas de nouvelle carte de zone inondable encore. Il y a un projet de règlement qui a été déposé, Omnibus, très volumineux, puis c'était aujourd'hui même qu'il faisait paraître ce document-là sur le site de l'Assemblée nationale. Là. Ça a été adopté par la Gazette officielle, donc je n'ai pas encore pris connaissance de tous ces règlements-là. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question spécifiquement. Puis les cartes actuelles qui sont au schéma d'aménagement de zones inondables sont toujours en vigueur tant que le gouvernement n'en a pas adopté des nouvelles. Donc maintenant, on a perdu compétence d'adopter des cartes de zones inondables. C'est le gouvernement qui en publie, puis ils sont en train de faire l'étude à travers le Québec. Donc une fois que ça va être adopté, je pense que ça va être par séquence et non en bloc. On va avoir la connaissance en même temps que vous. Donc c'est ce que je peux vous répondre, monsieur, à ce moment-ci. Mais on va prendre connaissance des documents, puis on pourra poser la question à ce moment-ci à notre équipe. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Laissez vos coordonnées à Isabelle. Dès qu'on aura plus d'informations, on pourra faire une rencontre avec vous, avec l'équipe d'aménagement, vous expliquer un peu les enjeux quand la carte sortira pour prendre en considération vos préoccupations. La carte, il y a deux cartes qui me sont présentées, mais il y en a une que c'est comme Jordan de la MRC, puis il y en a une devant les sources, mais c'est quelle qui est Ça, le gouvernement adopte un nouveau régime sur la gestion des zones inondables au Québec. Ça vient supplanter l'ensemble de la cartographie existante. Moi, je comprends, mais présentement. Fait que là, les cartes aujourd'hui en vigueur, si je comprends bien, avec l'adoption du règlement, même si la carte gouvernementale n'est pas encore sortie, c'est leur régime qui prend effet. Ça gèle. Donc là, aujourd'hui, on est comme dans une zone de transition. Là. On ne sait pas encore comment mettre les permis de construction du côté de la ville, du côté de la MRC. Donc, il faut vraiment s'approprier ce nouveau cadre réglementaire-là. Il y a un effet de gel sur le territoire pour les terrains potentiellement en zone inondable. OK, mais là, on se fie à quelle carte si on les construit de même? Présentement, c'est impossible. Je suis à la carte. Non, mais parce que les nouvelles cartes ne sont pas sorties, puis les anciennes sont plus bonnes. C'est ça, Philippe? Bien, les cartes actuellement en vigueur au schéma sont toujours celles qui sont en vigueur tant qu'il n'y a pas de nouvelles cartes du gouvernement du Québec. Donc, il faut quand même se fier aux cartes actuellement en vigueur au schéma. Ma question, dans le fond, c'est quelle carte? C'est celle de la MRC ou c'est celle de la ville de Valentin? Celle de la MRC. Je suis allé à la ville, puis ils n'ont pas la même courbe d'inondation du Trois-Lacs. Ils sont en période de concordance à la municipalité de Val-des-Sources. Donc, c'est possible que leur carte qu'ils ont dans leur ancien règlement n'est pas celui du schéma actuel. Donc, une fois que la municipalité va avoir fait la concordance, ça va être les cartes schéma. Mais le projet, en fait, le règlement qui est transitoire, là, comme M. Marcotte a mentionné, spécifie clairement si les cartes sont indiquées dans les schémas d'aménagement qui sont en vigueur. Donc, ça supplante celle des municipalités présentement. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est la carte de la MRC qui est bonne pour l'instant dans la période transitoire. C'est bon pour les milieux humides aussi? Pour les milieux humides. Oui, pour les milieux humides aussi. Ben, le best, c'est de venir de rencontrer, prendre rendez-vous et de donner l'information. C'est Philippe Lebel. Merci. Moi, je suis allé à la ville, puis je pensais que ça fonctionnait à la ville. Ultimement, c'est eux autres qui vont vous aider avec les permis de construction. Ce n'est pas la MRC qui fait ça. Mais pour ce qui est de cette zone, vous tombez dans une zone de transition spécifique, c'est plus complexe. Je mets l'équipe de. On peut être en fond, le gouvernement peut nous empêcher de construire sur nos terrains. Oui, exactement. Et si on est déjà construit. Il va y avoir d'autres
contraintes pour les zones construites en zone inondable, mais ça, il faut qu'on se familiarise avec le cadre réglementaire pour les comprendre. Pour ce qui est du Q2R22 au niveau des fosses septiques, il y a plein d'enjeux là-dessus qu'il faut qu'on s'approprie. C'est un régime complet. Là. Ce qu'on a toujours connu en aménagement du territoire relatif aux zones inondables est en train de changer au complet. Ils ont annoncé qu'il allait avoir les nouvelles cartes sans avoir les cartes. C'est sûr que le monde d'année. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de. Mais là, on peut construire. Avec les cartes de la MRC. C'est peut-être pas conseillé non plus. Ben, c'est ça. Parce Ça va que, peut-être avoir d'autres enjeux. oui, si mettons, tu tombes, tu as le permis, tu as le droit là, oui. Mais après ça, si tu as des problèmes avec ta fosse septique, ben là, ça va être des coûts supplémentaires à essayer de mettre des systèmes de pompe pour monter ça plus haut dans la fosse. Ils vont te dire, ils vont te condamner. Puis après ça, ben, il y a aussi une perspective d'avenir à la revente. Là. C'est que Ces résidences-là ne seront plus assurables au niveau de l'hypothèque. Donc, l'enjeu, c'est que tu ne pourras pas la revendre, cette résidence-là, à moins que quelqu'un soit capable de le payer cash. Donc, puis ils ne pourront plus avoir d'assurance pour le volet inondation. Il y a vraiment un gros. C'est pour là qu'elle avance. Ben, c'est pas nous qui décidons ça, c'est le gouvernement du Québec. C'est sûr qu'il va s'adapter parce qu'il y en a qui sont complètement dans Il y a des villes complètement en train de se déménager, là, comme à Sainte-Marie-de-Beauce, par exemple. Ils déménagent la ville au complet. C'est des changements significatifs. Il y a des dédommagements qui sont prévus, comme dans le cas de Sainte-Marie-de-Beauce. Mais c'est une situation qui va causer des désagréments, on en est convaincus. Là. Mais au Québec, le gouvernement a pris la décision que les résidences construites en zone inondable, c'était chose terminée maintenant, puis que c'était un nouveau régime qui allait se développer pour laisser l'espace de liberté des rivières, pour arrêter de dédommager financièrement les gens qui sont construits dans les zones où ils ne devraient pas l'être. Fait que c'est ça, c'est cette zone de transition qu'on vit en ce moment. D'autres questions, Marc-Antoine? Oui. Oui, moi, je vais revenir au point 13.1, chez moi d'aménagement et développement. Mon projet de règlement que la municipalité de Wharton a déposé. Je ne suis pas de Wharton, mais je veux juste comprendre la mécanique parce que dans le coup, M. Julino parle d'un 600 mètres, de savoir c'est dans quel règlement? Zonage. C'est le 2. Okay. Et là, ça s'inscrit dans la révision du règlement d'urbanisme qui doit être complété le 31 décembre, c'est ça? C'est la concordance au schéma d'aménagement. Okay. Possibilité de réviser à nouveau? Après, oui, ça se revise après, ça se modifie. Parce que moi, je n'ai pas pris connaissance, mais je me fie à ce que j'ai entendu ce soir. En tout cas, j'ai entendu que Wharton avait fixé une distance séparatrice de 600 mètres des éoliennes. Oui. Vous l'avez adopté, c'est pas prématuré, sachant pas où on s'en va avec ça. C'est un élément parmi tant d'autres en tant que tel. Puis on va cheminer. Puis s'il y a à modifier par la suite, c'est faisable. C'est faisable. Okay. Et pourquoi pas avoir mis une distance plus élevée, puis si on la diminue après, tu sais, comme c'est ça, c'est la réglementation de Wharton. Nous autres, on applique la concordance. Si les objectifs de la modification réglementaire de Wharton sont conformes au schéma d'aménagement, notre processus à nous ici à la MRC, c'est d'appliquer la concordance. Le processus d'adoption de la municipalité à respecter. Premier règlement, deuxième règlement, consultation publique, adoption de l'ensemble de la réglementation, il envoie ça à MRC. Donc, on n'a pas à juger si la décision qu'ils ont prise est adéquate ou non, ce que vous semblez présumer, là. Mais dans le fond, notre travail à nous, c'est de nous assurer qu'il y a une concordance. Le schéma l'indique à 500, la municipalité le met à 600. Dans ce cas-là, c'est concordant. Donc, les objectifs inscrits au schéma d'aménagement fonctionnent. Je suis d'accord de vous dire qu'on n'a pas à juger de ce que la municipalité de Wharton a fait. Mais c'est pas de même que j'ai compris le schéma d'aménagement. C'est écrit, chapitre 6, le tableau des critères d'aménagement des éoliennes, c'est écrit que une municipalité peut être plus sévère. Puis vous m'avez répondu à une question que j'ai posée là-dessus en novembre dernier. C'est écrit qu'une municipalité peut être plus sévère en autant qu'elle ne vient pas compromettre un éventuel projet éolien. Fait que là, Wharton, à 100 mètres plus loin que la MRC,
Fait que j'en comprends que vous êtes d'accord avec ça. Vous avez à apporter un jugement quand même Sur les sur le objectifs. fait que Wharton est plus sévère que la MRC. Parce que Wharton n'adopte pas un règlement qui viendrait empêcher la réalisation des objectifs au schéma d'aménagement. Dans ce cas-là, c'est conforme. S'il mettrait un règlement qui serait en complète opposition à une faisabilité technique d'un projet sur son territoire, ça serait contre les objectifs. Donc, ces normes ne seraient pas en corrélation avec les objectifs. Dans ce cas-là, on émettrait probablement un avis défavorable. Dans ce cas-ci, ici, en augmentant légèrement la norme, ils ne sont pas en contradiction avec l'objectif. La discussion qu'on avait tantôt, à savoir est-ce qu'on revoit la distance et autres des normes, c'est une discussion qui doit avoir d'abord et avant tout le schéma, parce que la municipalité ne pourrait pas aller excessivement trop loin, parce que ça y viendra à l'encontre du schéma. Ah, je comprends pourquoi que Saint-Georges y attend d'abord la MRC. Il ne m'avait pas expliqué ça, mais il m'avait dit on va attendre la MRC en premier. Je comprenais pas pourquoi. Ben, ils vont quand même devoir faire l'exercice de concordance dans les délais. Donc, sinon, la MRC va l'adopter à sa place. Mais on ne va pas faire ça. Donc, c'est la MRC au final, c'est selon ce qui va être convenu en termes de distance. C'est la MRC qui va, via son schéma d'aménagement, adopter un critère X. Et si les municipalités sont en deçà de ça ou en haut de ça, ben, on va voir ça rallier avec ce qui va être convenu dans le schéma d'aménagement. En deçà, non. En deçà, non. En deçà, non. Ils ne pourront pas être en deçà des objectifs. Ils vont devoir être équivalents. Il va être équivalent ou plus sévère. Ça va? Tu n'aurais pas utilisé le d'autres 10 km s'arrêter en. Ça aurait été contre les objectifs. Exactement. Pour compléter? Oui. Pour suite à ça, il y a le règlement de Wharton à la suggestion de la future. C'est dans ce moment-là, ça n'existait pas une idée du citoyen. Mais je pense que ça a été une bonne idée pour Wharton parce que ça a été présenté aux citoyens dans une assemblée qui a duré 1 heure. Puis au bout d'1 heure, la firme qui expliquait les règlements, il n'avait pas le temps de nous expliquer. Ça, c'est un commentaire pour Wharton? Oui, c'est le commentaire pour Wharton. Je pense que c'est important pour que ça sert aux autres aussi. Parce que, justement, c'est que ça ils ont dit, si vous avez des questions, envoyez sur notre site Internet, on va vous répondre. Ils ont été très polis, ces gens-là. Là, quand ils ont présenté des règlements à Wharton, j'assistais à la réunion. Le directeur m'a remis le cartable. Tiens, ça, c'est les règlements qui sont changés. Là, il m'a demandé, voulez-vous qu'on les explique? Vous avez vu la liste. Vous n'alliez pas expliquer ça un par un ce soir parce que, comme vous avez dit, on serait sorti aux petites heures du matin. Je pense que la démarche de monsieur, je pense que ça va être important parce que là, les citoyens vont être au courant plus. Merci pour votre commentaire. Ça complète. MRC Finance, Audrey, État des revenus au départ. Au 31 mai, c'était-tu conforme? M. Poix et M. Pitt. Et la liste des chèques du 1er mai au 31 mai. M. Bernier et M. Terrier. Politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la MRC, Audrey? Oui, la MRC est assujettie à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels. Donc, elle a l'obligation de protéger les renseignements qu'elle collecte et qu'elle traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et des règles. Alors, le comité sur la protection des renseignements personnels demande ce soir d'adopter la nouvelle politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection de la MRC des sources et de la publier sur le site Internet. Proposé par M. Letendre, M. Dion, et reddition de compte à EQ. Donc, c'est un programme du ministère de l'Économie qui permet de soutenir financièrement nos ressources qui œuvrent au développement économique de la région. Donc, on doit signer notre édition de compte pour pouvoir obtenir les derniers versements de l'aide financière pour notre convention d'aide qui se termine en l'année 2025, au 31 mars 2025. Donc, aujourd'hui, d'accepter la reddition de compte. C'est une reddition de compte où on utilise la totalité des sommes qui nous sont données dans le ministère, qui est 200 000. La nature de dépense, c'est les salaires des employés. Il n'y a pas de projet là-dedans.
Donc, ça serait pour l'accepter et l'envoyer au ministère. Je n'ai pas vu la rédition donc, parce que c'est lui qui l'a adopté. C'est très administratif, là. C'est le salaire des ressources humaines qu'on envoie en rédition de compte pour le ministère. Est-ce que quelqu'un veut la proposer? Monsieur Terrien, Monsieur Roy, je comprends que c'est ici ta décision. Ben, moi, quand je vois pas les documents, c'est que Quelqu'un demande de vote? C'est bon. Motion de félicitations, revue annuelle escadron 635 des sources du 16 mai 2024 lors de la revue annuelle 635 des sources qui a eu lieu le 16 mai dernier. Plusieurs cadets de deux municipalités de territoire se sont démarqués. Le Conseil de la MRC tient à souligner l'accomplissement de ces jeunes récipiendaires et des récompenses suivantes. Trophée du meilleur niveau 1 cadet, c'était le plus distingué sur son niveau de participation en classe et ses résultats académiques, sa discipline personnelle et ses bonnes relations avec ses pairs. Félix Proux de Saint-Camille. Trophée du meilleur niveau 2 cadet, c'était le plus distingué sur son niveau de participation en classe et résultats académiques, sa discipline personnelle et ses bonnes relations avec ses pairs. Raphaël Laroche de Saint-Camille également. Trophée du meilleur niveau 3. Cadet, c'était le plus distingué sur son niveau de participation en classe et résultats académiques, sa discipline personnelle et ses relations avec ses pairs, Gabriel Lévesque, Val-des-Sources. Le trophée amélioration cadet s'étant le plus amélioré dans tous les domaines d'activité par son comportement, sa participation aux activités, sa motivation, le respect de ses pairs et ses supérieurs, ainsi que son esprit d'entraide, Nicolas Blain, Val-des-Sources. Trophée conduite générale cadet s'étant le plus démarqué pour sa conduite, son assiduité, son haut taux de présence et de participation, ainsi que pour son excellent travail tout au long de l'année. Isaac Marcoux, Val-des-Sources. Trophée Alex Shannon, cadet qui a su tout au long de l'année à ne pas se décourager malgré les difficultés, à persévérer et surtout ne pas abandonner. Britannique Fortier Tellier, Val-des-Sources. Trophée du commandant, marque d'appréciation personnelle du commandant à l'égard du cadet junior qui a démontré le plus d'intérêt dans tous les domaines d'activité du corps cadet. Sa discipline personnelle en comportement exemplaire et sa tenue sont impeccables en tout temps. Coralie Charlet de Saint-Camille. Et finalement, médaille de la Légion, médaille d'excellence attribuée par la Légion royale canadienne au cadet ayant démontré un sens civique hors pair pour son implication dans la vie communautaire. Cette médaille est décernée afin de reconnaître les efforts et de rehausser les buts et les objectifs du mouvement des cadets Isaac Marcoux, Val-des-Sources. Donc, est-ce que quelqu'un propose, M. Lepage, unanime, la levée de l'Assemblée par M. Dion? Ça complète l'ordre du jour de ce soir. Merci beaucoup tout le monde. Merci.